Bonjour Monsieur Soral. Pour reprendre le scénario de Comprendre l'Empire d'il y a 10 ans, aujourd'hui dans un scénario orwellien 1984, avec le vaccin qui semble se mettre en place, est-ce qu'on peut espérer une réaction helléno-chrétienne en sachant que ce qui reste en France, c'est quand même un catholicisme zombie, et une population halogène qui est peut-être de l'ordre de 30%, qui se fiche probablement de ces histoires d'héléno-chrétiens. Voilà. Est-ce qu'il y a un espoir? Merci, Monsieur Sora. Pour citer Maurras, la politique n'est pas le lieu du désespoir. Pour ça, il y a la poésie romantique, il y a le spleen de Paris de Baudelaire. Enfin, je veux dire, il y a des tas de lieux pour le désespoir. Mais la politique, c'est le lieu de l'espoir, par définition, du projet et du combat. Donc moi, je suis pas là pour vous vendre du désespoir, hein. Je suis là pour comment dirais-je, trouver toujours des raisons d'espérer et surtout de les trouver, c'est-à-dire de les fabriquer, hein, de les fabriquer, de les construire collectivement. Et donc, je ne vais pas vous dire c'est foutu, il n'y a plus rien à faire, hein. Les gens qui en général disent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas tellement intérêt au changement et que leur situation est suffisamment confortable pour qu'ils puissent contempler le chaos comme un spectacle. Mais il faut bien distinguer, et ça c'est un travail presque marxiste, celui pour qui le chaos est un spectacle parce qu'il lui tombe devant, il tombe devant lui, et celui pour qui le chaos est réellement une catastrophe parce qu'il lui tombe sur la gueule. Vous voyez, c'est toute la différence. Donc les gens qui supportent le chaos comme un spectacle en disant à quoi bon, tout est foutu. Ça me rappelle d'ailleurs les engueulades entre Rebattet et Maurras à l'époque des décombres. En général, les gens qui peuvent se permettre de supporter ce chaos, c'est parce que ce chaos ne leur tombe pas violemment et directement sur la gueule. Ils ont encore de quoi tenir, on va dire. Voilà, c'est ça qui est triste. Et ça demande de faire une analyse de classe. Et cette analyse de classe, en général, fait très vite fermer sa gueule à l'arrogant pessimiste qui en fait des tonnes, alors qu'en fait, il ne fait qu'exprimer une position de classe, quoi. Position de classe résiduelle, hein, voilà. Donc, le marxisme est toujours très utile. C'est en ça, d'ailleurs, qu'il ne faut jamais choisir définitivement entre Marx et Nietzsche, hein, pour simplifier, parce que Nietzsche est à la mode en ce moment. Il faut se servir utilement de son Marx et se servir utilement de son Nietzsche, hein. C'est un peu comme un chevalier, hein, il a la masse d'armes et il a l'épée. Je veux dire, il faut qu'il se serve des deux. Voilà. Et donc, effectivement, la France, telle que nous l'aimons et nous la concevons, que nous appelons helléno-chrétienne, parce que c'est ce qu'elle est profondément, a été effectivement sapée par ces élites abusives et ces élites illégitimes, décennie après décennie, on va dire, depuis, on va être sympa, pour faire plaisir à Marion Sigaud, on va dire depuis la Révolution française, même si c'est plus compliqué que ça. Et il y a eu, il y a eu des moments de sape violents qui sont en fait souvent successifs à des défaites militaires, hein, Waterloo, la défaite de 70, la saignée de 14-18, même si on l'habille en victoire, c'est une énorme saignée. Tout s'est passé sur le territoire français, je le rappelle, hein. C'est une énorme boucherie qui s'est passée chez nous, hein, et qui a eu des coups énormes qui sont d'ailleurs, dans ce coup, il faut mettre la défaite de 39. Hein. C'était difficile 20 ans après de recommencer, alors que tout s'était passé sur le territoire français et sur la gueule du peuple de France. Hein. Il faut bien le comprendre. Donc après, effectivement, il y a 39-45. Alors, il y a des petits sursauts comme ça, un peu superficiels, qu'on peut appeler, par exemple, le gaullisme, hein. Mais globalement, et puis après, il y a mai 68, il y a la Mitterrandie. On ne fait, puis, après, il y a Sarkozy incarnant, soi-disant, la droite, hein, c'est-à-dire les malades saloniques se faisant passer pour des gaullistes. Enfin, je veux dire, on ne fait effectivement que dégringoler, pour partant de, on va dire, pour faire une comparaison de l'Empire austro-hongrois, finir par être l'Autriche actuelle dont il reste de sa glorieuse histoire que les valses deviennent, en gros, hein. Mais nous, ça sera Top Chef, hein, voilà. Donc, ça va très mal, effectivement. L'immigration incontrôlée et volontairement incontrôlée est là pour que ça aille très mal. Le métissage qui s'accompagne est là pour que ça aille encore plus mal. L'idéologie de gauche, c'est-à-dire l'égalitarisme fou, est là pour que ça aille encore plus mal. Plus effectivement derrière la dictature Covid. Enfin, on voit bien que ça va très, très, très mal. Après, il y a quelque chose de réel, c'est qu'il y a un peuple en souffrance. Il reste un peu on va dire, de bon sens, au sens d'intelligence fonctionnelle minimale, qui fait que les gens sont quand même pas capables d'obéir jusqu'à mettre leurs mains dans le feu, je veux dire, parce que ça brûle, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y a
un acte réflexe. Hein. On enlève la main du feu parce que ça brûle. Donc, on peut quand même espérer de ce sursaut de common decency. Il n'y a même pas besoin pour ça de parler spécialement d'helléno-christianisme ou de catholicisme zombie, mais je dirais plutôt de bon sens populaire par rapport à une réalité absolument néfaste et négative, et en s'appuyant là-dessus, en faisant un travail de pédagogie, un travail aussi de réconciliation quand c'est nécessaire, et de lutte bien orientée en s'appuyant bien sur le Carl Schmitt, hein, ennemi-ami, ennemi prioritaire et ennemi secondaire, en faisant vraiment le travail, on peut espérer et se dire cet espoir est un travail de combat politique. Hein, voilà, c'est pas une pause, c'est pas un sentiment, c'est même pas non plus un concept, hein, c'est un engagement. Hein, voilà, un engagement au sens pascalien du terme, et nous n'avons pas le choix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative. Sinon, effectivement, se laisser mourir, mais à ce moment-là, on ferme sa gueule, ou on peut effectivement aussi écrire de magnifiques poèmes sur la fin du monde. On a le droit si on a du talent, mais sinon, je dirais, on arrête d'encombrer le terrain politique pour rien, on ferme sa gueule. Hein, c'est-à-dire, il y a le combat politique, le désespoir qui devrait amener au suicide, sinon c'est de la pause, la poésie quand elle est de qualité. Voilà. Bon, ben moi, j'ai choisi le combat politique, c'est-à-dire l'espoir à aller chercher partout où il peut encore être. Hein. Et en conclusion, c'est pas gagné, mais comme je l'ai déjà dit et écrit, le combat politique est à la différence du football, c'est que ça ne s'arrête jamais. Donc même si vous êtes mené 15-0, vous n'avez jamais définitivement perdu. Et c'est ça c'est aussi ça où il faut faire la différence. Comme il faut faire la différence entre le chanteur et l'homme politique, il faut faire la différence entre le sport où il y a des limites données, hein, et la politique qui est, je dirais, un sport sans limite. C'est-à-dire que sans limite temporelle, déjà, parce qu'on peut étendre la comparaison. Et donc, même si en ce moment ça va très mal, eh ben, je dirais, on a l'éternité devant nous pour redresser la situation et finir par gagner. C'est pour ça que j'aime beaucoup la phrase de Mao. D'ailleurs, je dis qu'elle est de Mao parce qu'il l'a utilisée, mais elle est peut-être, on peut peut-être la trouver ailleurs, c'est pas grave, qui est de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Rappelez-vous la longue marche de Mao. Moi, j'aime bien m'intéresser aux personnages politiques qui ont fini par gagner en partant de très très bas. Hein, voilà. Et c'est pour ça que je m'intéresse à Lénine, je m'intéresse à Mao, je m'intéresse aussi à Che Guevara parce que lui, il a perdu. Vous voyez, il faut comprendre pourquoi certains gagnent, certains perdent. Et je finirai sur cette phrase optimiste et réaliste. Et d'un optimisme qui ne nie pas tout le pessimisme nécessaire, n'est-ce pas? Parce que là, il y a une unité dialectique des deux. De défaite en défaite jusqu'à la victoire. Ça sera notre slogan.